Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Une nuit au jeu, votre rendez-vous chaque semaine pour revenir sur les Paralympiques. Et avec moi, deux résistants, Elena et Bastien. Salut à vous deux. Salut. Salut. On va évidemment revenir sur cette première semaine des Jeux Paralympiques et notamment sur nos Français avec notamment la natation qui a été un grand vivier pour la France de médailles puisqu'elle nous a permis d'en avoir 10 au total au moment où on enregistre. C'est un sport évidemment où nos athlètes performent beaucoup. Est-ce qu'il y en a deux particulièrement qui ont retenu votre attention? On va avoir plusieurs nageurs. On va avoir Hugo Didier aussi qui en a eu pas mal, ou encore Emeline Pierre. Ouais, après, on a joué à ça. Il y a eu Alex Portal, si je dis pas de bêtises, avec son frère en plus, qu'on fait un 400 mètres nage libre, encore une fois, si je me trompe pas, ensemble. Ils ont pu faire un podium ensemble. Ça, on dirait que c'était assez beau à vivre. En plus, ils étaient très beaux à voir ensemble juste après en interview. Surtout, Alex était un peu plus déçu parce qu'il pensait pouvoir faire quand même beaucoup mieux. Il voulait vraiment l'or, mais son petit frère, lui, était revenu justement dans la course. Il devait finir quatrième. Au final, il prend la troisième place et prend du coup sa médaille. Donc du coup, les émotions étaient vraiment cool à voir. C'est vrai qu'il y a peut-être une frustration de la part d'Alex Portal. C'est vrai qu'il a eu 3 médailles pour l'instant d'argent et une de bronze. Et c'est vrai que 3 fois, voire même 4 fois, du coup, il échappe de pas loin à l'or. Mais après, il fait quand même une belle performance sur ces 4 épreuves. Et en plus, il nous rapporte à chaque fois une médaille, dont une du coup en compétition avec son frère. Donc en ce qui concerne Emeline Pierre, elle fait une belle performance sur ces dernières années. En 2021 à Tokyo, elle finit 8e. Et cette année, elle parvient à remporter sa médaille d'or sur le 100 mètres nage libre, et c'est ce qu'elle venait chercher pour cette édition des Jeux paralympiques. Donc c'est une belle victoire pour elle et une belle récompense de tous les efforts qu'elle a pu faire sur ces dernières années. Surtout qu'elle comptait arrêter, c'est ce que je lisais cet après-midi dans l'équipe, elle comptait arrêter sa carrière et finalement, elle s'est pas découragée. Elle a réussi à remporter l'or pour cette édition à Paris devant son public. Ouais, mais c'est là où on voit quand même la dureté du haut niveau. Souvent, surtout en plus en natation, où ils misent tout sur, il y a un peu tout sur une course quoi pendant 4 ans. Et au final, quand tu n'atteins pas pardon, ton but, c'est extrêmement dur ensuite de repartir à l'entraînement, de retrouver un objectif, de retrouver un but. Surtout quand tu t'es dit, bah là, entre guillemets, j'ai fait tout ce qui était possible pour y arriver. Je vois pas, entre guillemets, je peux faire de mieux. Mais du coup, tout ce que tu peux faire de mieux, c'est quand même retourner à l'entraînement, essayer de grappiller le moindre centième pour ensuite faire mieux et ensuite avoir pour le jour où tu mises tout, avoir petit coup de chance aussi qui te ramène cette médaille. Ouais, et puis la force mentale, hein, de vraiment redémarrer. Enfin, déjà, Emeline Pierre, elle a une force mentale de par l'accident qu'elle a eu auparavant. Enfin, ce qu'elle a pu, ce qu'elle a pu avoir de par les opérations qui ont été manquées sur son coude, et d'un autre côté, se dire qu'elle allait arrêter et reprendre cette année pour parvenir à aller aux Paralympiques et à être devant le public français, c'est une certaine force mentale. Et puis, par rapport à la natation, il y a aussi un autre sujet qui est à noter pour ces Jeux paralympiques, c'est la multitude de catégories. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être trouver une explication au fait qu'il y ait peut-être plus de catégories d'handicap que par rapport à d'autres disciplines qui sont représentées dans ces Paralympiques. Alors pour ma part, non, mais par contre, c'est ce qui explique aussi certainement le nombre de médailles qu'on a pu remporter dans cette discipline, et qui est beaucoup plus important, voire pour certaines disciplines, 3 fois plus importante que ce qu'on a remporté par ailleurs. Donc je pense que c'est ce grand nombre de catégories qui nous amène à notre grand nombre de médailles. Ouais, et justement, après déjà, on sait qu'en natation, il y a plein de nages différentes, plein de distances différentes, un peu comme un athlète d'ailleurs.
Donc du coup, forcément, il y a déjà plein de médailles de base à jouer, hein. Léon Marchand, il en a eu une ribambelle. Euh, donc voilà, et donc du coup après, bah, tu rajoutes à ça les différents types de handicap. Et après, comment ça se mesure? Des fois, ça dépend des sports, mais des sports un peu comme la natation ou le triathlon, c'est en fonction bah, du nombre de membres bah, qui te manquent, entre guillemets. Par exemple, en triathlon, Alexis en quinquant, il lui manque une partie de son tibia ou son tibia en entier, je sais plus. Euh, et là, donc, du coup, pour Alex Portal et son frère, c'est juste une déficience au niveau de la vue. Sinon, physiquement, il me semble qu'ils n'ont ils ont pas de soucis. Euh, donc voilà, et c'est pour ça que bah, il y a énormément de catégories, parce que c'est en fonction bah, du handicap. Donc souvent, c'est en fonction du nombre de membres, de la vue. Et il y a aussi des degrés, il me semble, en fonction de la déficience de vue ou en fonction des membres. C'est pas parce que tu as juste ton tibia en moins que tu vas concourir avec les personnes où eux, leur manque une jambe, par exemple, en entier. C'est pas du tout pareil. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de catégories et ce type de sport comme l'athlé ou le triathlon, il y a énormément de médailles à glaner. Bon, on va espérer en avoir encore. Je crois qu'il reste quelques compétitions de natation. Ah, je sais que j'y assiste en fin de semaine et il y a encore des médailles peut-être à aller chercher pour nos Français. Au-delà des belles performances françaises qui sont peut-être à venir encore en natation, on suivra ça. Il y a la performance du Brésilien Gabriel dos Santos qui nous a pas mal impressionné cette semaine en nage. Donc c'était en nage libre, il me semble, où il a pu l'emporter avec une large distance. Est-ce que c'est aussi un exploit qui vous a marqué cette semaine? Bah, ce qui est assez impressionnant, c'est surtout l'avance qu'il a sur ses concurrents, puisqu'il a vraiment trouvé le type de nage qui fonctionne, en tout cas avec son corps, parce que je pense que tout le monde, enfin, dans sa même catégorie, ne peut peut-être pas nager cette nage-là. Mais lui, en tout cas, a trouvé le truc qui marchait et il a réussi à pousser jusqu'à la perfection son mouvement parce que il concourt enfin, dans toutes les distances possibles, presque. Et il prend des médailles et ouais, il est juste au-dessus de la concurrence. Donc c'est fabuleux c'est vraiment arriver à maîtriser le geste parfait et entre guillemets marcher un peu sur la concurrence. Donc c'est beau à voir. C'est vrai qu'il a une technicité qui est quand même assez impressionnante et qui se rapporte un peu à celle de Léon Marchand, avec l'ondulation, du dauphin. Peut-être juste, avant de te laisser la parole, Hélène, peut-être préciser justement pour le public qui nous regarde qu'il est, du coup atteint, il a l'absence de 2 de ses membres et il a une atrophie sur les 2 autres membres. Ce qui fait du coup, bah, qu'il est obligé du coup d'avoir une certaine technicité avec son corps pour pouvoir, bah, arriver à pouvoir concourir en nage libre et même du coup, l'emporter sur une concurrence. Tu voulais ajouter, Elina? Bah, je voulais ajouter que j'étais d'accord avec Bastien et que justement la puissance qu'il a dans son buste et la capacité qu'il a à aller vite avec son buste et avec les mouvements qu'il peut faire, c'est ce qui, je pense, impressionne et c'est ce qu'il faut retenir de ses courses. En dehors de la natation, il y a évidemment les autres sports où nos Français, performent. Est-ce que justement il y a 2 autres médailles que vous vouliez citer, qui vous ont particulièrement marqué cette semaine? Ouais, bah du coup pour moi il y a Marie Patouillet, il me semble qu'elle glane 2 médailles, une en or et l'autre je sais pas si elle est en or ou si elle est en argent ou en bronze. Et ouais, c'était très fort à voir. En plus, sur sa médaille d'or, il me semble que au moment du podium, elle fait un malaise vagal. Elle a expliqué qu'elle était passée au-dessus de toutes les performances qu'elle avait un peu pu faire jusque-là et qu'elle avait vraiment poussé la machine au bout d'elle-même. Donc c'est ce qu'on attend sur des épreuves de ce niveau-là, d'avoir les athlètes bah, qui passent au-dessus du seuil que entre guillemets ils ont l'habitude d'avoir. Donc c'était une très belle médaille et il me semble qu'elle arrête sa carrière là-dessus si j'ai pas de bêtises. Et après en plus en interview, elle a passé un très beau message par rapport au sport féminin, au handisport féminin qui est encore trop peu financé quand même.
Donc c'est une très grande athlète et faut la garder en symbole et l'utiliser vraiment comme porte-parole du handisport global et handisport féminin. Surtout qu'il faut préciser que c'était, notre première médaille, d'or en para pour une Française depuis 8 ans, donc c'est sûr qu'elle porte ce message-là, pour, qu'effectivement il y ait peut-être plus de place, dans le sport paralympique, en France et évidemment aussi, dans d'autres pays, mais, je pense qu'il y a évidemment quelque chose à faire en France. Je sais pas si, tu partages, ce constat-là, Elena? Ouais, moi je suis complètement d'accord, en plus, elle porte enfin, haut et fort ce handisport qui est très important pour elle et qui est, je pense, important pour tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'elle nous démontre la puissance, encore une fois, mentale qu'il faut avoir pour être athlète, puisque se pousser, comme elle s'est poussée, au niveau auquel elle est arrivée, c'est vraiment une image forte de ce qu'on retient de sa compétition finalement. Sinon, moi j'ai participé, enfin j'ai eu la possibilité d'aller voir la boccia la semaine dernière, et je retiens aussi en boccia du coup la performance d'Aurélie Aubert, qui fait sa finale face à la Singapourienne, face à laquelle elle a déjà perdu au début de la compétition, et elle démontre et elle se démarque de sa partenaire en finale pour pousser et obtenir la médaille d'or. Elle a pris un risque, et ça aussi je pense qu'on peut le remarquer, c'est ce risque au moment où elle dit qu'elle a fini, où elle pense que sa partenaire a plus de balles et finalement il lui en reste une. On voit dans son regard qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être fait une erreur, puis ensuite on voit qu'elle sait plus, et elle a compris qu'elle a gagné, mais elle sait plus, elle sait pas enregistrer l'information, parce que dans sa tête elle l'avait perdue en voyant la Singapourienne placer sa dernière balle. C'est vrai que c'était aussi, pas mal, un exploit à noter et justement sur ton épreuve, surtout du coup ton expérience en tant que spectatrice de ces Jeux para, est-ce que tu as pu sentir une atmosphère, et en tout cas un public qui était, au rendez-vous, de ces Jeux paralympiques? Et bah non, enfin moi j'ai été ultra déçue. C'est vraiment à la boccia. Je sais pas comment c'est, pour l'instant j'ai pas été voir d'autres épreuves, j'y vais en fin de semaine. Mais à la boccia, plus de la moitié des gradins étaient vides. Je suis arrivée avec mon petit frère un petit peu plus tard, parce que j'avais pas trop le choix niveau transport. Je me suis dit je vais arriver, ça va être full. Et en fait je suis arrivée, plus des 3/4 de la salle était vide, on s'est placé où on a voulu. Enfin, je trouve que c'est triste, et c'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer de ces Jeux paralympiques. Et c'est surtout pas ce qu'on a envie de retenir. Enfin, pourtant, on a quand même bien profité. C'était une superbe épreuve, bien organisée comme le reste des Jeux. Mais déception sur le public du coup qui manquait. C'est vrai que sur la ferveur, je pense qu'on a aussi, une difficulté. Là, on le voit, on a repris, pour la plupart les cours, le travail pour certains et je pense qu'il y a une difficulté sur la ferveur de se déplacer, d'autant plus que 90 des, spectateurs pour les paralympiques sont français. Il y a que 10 qui sont étrangers. Donc je pense que voilà, le calendrier aussi est peut-être, la raison, la cause qui fait qu'il y a un peu moins de ferveur et que, les stades ont aussi, moins pu se remplir. À côté de ça, on a aussi le souci de se dire que, les Jeux paralympiques sont souvent malheureusement attirent moins les foules. Après aussi, il y a déjà, comme tu l'as répété, c'est les jours dans lesquels ces événements ont lieu, donc c'est forcément déjà plus compliqué. Mais malheureusement aussi, il y a certains sports qui sont quand même un peu moins spectaculaires. Et le goalball, c'est comme, enfin c'est pas du coup c'est pas le même sport, hein, mais ça se rapproche un peu de la pétanque. Et c'est comme aller à un tournoi de pétanque, quoi. Du coup, il n'y a pas non plus des actions où le public va se lever. Ça fait pas c'est ça le truc, c'est que ça fait pas non plus lever les foules pour l'instant. Il faudrait trouver quelque chose ou des figures qui justement ramèneraient du public, parce que je sais pas, ils ont une grande gueule ou un truc comme en athlétisme, hein, avec Noah Lyles qui clash un peu tout le monde aux US mais au final il fait rêver un peu les gens qui font de l'athlé. Euh, Après, c'est ouais, c'est ça, c'est compliqué. Il y a des disciplines qui sont toujours
plus ou moins impressionnante à voir à l'œil nu et à voir en vrai. Bon, en plus, la boccia, quand tu es en tribune, je ne sais pas si on voit bien ce qui se passe sur les différents terrains. Ça, c'est à Elena de nous dire. Mais du coup, si déjà il n'y a pas trop d'ambiance, que tu vois pas trop de jeux, etc., c'est vrai que du coup, ça peut être vite barbant et tu te demandes bah, pourquoi tu es là, quoi, malheureusement. Mais justement, il faut retrouver, justement, c'est de la com, hein, il faut trouver quel athlète ou quel système pourrait faire justement, ou même peut-être changer certaines règles, ajouter quelque chose qui va rajouter de la tension, qui va un peu plus passionner justement les spectateurs. Et voilà, c'est toute une formule qui peut être améliorée pour justement rajouter du public dans certaines disciplines, et là notamment dans la boccia. Ouais, bah, sur la boccia, franchement, sincèrement, on voyait bien. Il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. C'était suffisamment organisé de façon à voir. Mais oui, c'est vrai. Enfin, même le speaker, quand c'est l'entrée des athlètes, il les met pas en avant spécialement. Il prend pas le temps. Les entrées, elles durent, je pense, 1 minute. Alors que on pourrait peut-être, enfin 1 minute, j'exagère peut-être un petit peu, mais genre, allez 5 minutes pour les 10 terrains. Je pense qu'on pourrait essayer de prendre un peu plus de temps déjà et de s'étaler un petit peu plus sur chaque athlète et de façon à les présenter un petit peu plus en détail et même juste pour leur entrée, demander des acclamations un petit peu plus importantes, ce serait pas mal, je pense, ce qui me permettrait aussi de chauffer un peu la salle. Après, en termes de français, nous, on a été quand même plutôt réactifs par rapport à notre athlète. Je sais qu'il y a un bon staff qui s'est mis en place avec le déploiement de plusieurs drapeaux, tout ça, de façon à vraiment être derrière. Mais vraiment, l'entrée du staff français a duré 30 secondes. Et c'est vraiment ce qui est dommage, je pense, sur cette épreuve. Après, je pense que ça dépend aussi pas mal des épreuves. Ah, on le verra du coup, bah, toi, Elena, moi aussi, je vais faire quelques épreuves, on en reparlera dimanche. Sur d'autres épreuves, c'est vrai que je pense qu'il y avait pas mal de différences et c'est pas mal hétérogène. Je voyais les places pour, par exemple, l'équitation sont vite parties et là, les reventes sont très, très onéreuses. Je pense qu'il y a pas mal de différences aussi en fonction des disciplines et l'aspect effectivement spectaculaire, entre guillemets, Bastien, que tu as abordé, joue beaucoup aussi sur la vente des billets et sur l'aspect ferveur du public. Mais on peut malgré tout relativiser ça aussi avec le fait qu'il y ait une forte médiatisation pardon, de ces Jeux paralympiques en France. Et je pense par contre ça, on peut quand même dresser un bilan assez positif. On pourra peut-être y revenir en capsule ou dimanche. Mais la médiatisation de l'événement est quand même assez importante avec une diffusion quasiment totale sur France Télévisions, ce qui permet du coup de démocratiser un peu plus le sport et le handisport par rapport aux éditions précédentes où il n'y avait pas ce dispositif aussi important. Donc voilà, je pense que ça va marquer quand même les Français malgré tout. Ouais, je disais, ouais, c'est vrai que pour l'événement, France Télévisions, ils déploient quand même beaucoup de monde. On le voit aussi sur place sur les différentes épreuves. Il y a quand même énormément de journalistes, pardon, que ce soit sur le côté français, il y a du journalisme, mais j'ai vu énormément de journalistes aussi asiatiques. Enfin, vraiment une grosse médiatisation. On voit dans tous les pays un intérêt assez important pour l'ensemble des athlètes et pour l'ensemble des nations, donc c'est plutôt pas mal. Carrément, il faudra voir après les répercussions que ça aura du coup sur l'image des Jeux paralympiques et au-delà du handisport, que voilà, les répercussions en France et à l'échelle internationale. Et puis, c'est toujours aussi le moment qui permet de bah, on fait un gros focus sur le handicap, là où forcément on en parlait la semaine dernière, mais là où le reste de l'année on y fait souvent moins attention et on se pose moins de questions. Et j'espère en tout cas que ces jeux auront l'occasion d'aussi faire un focus sur le handicap le reste de l'année et pas que dans le sport. Mais en tout cas, si on retourne plus à la compétition, il y a des sports, en tout cas, on est peut-être un peu moins au taquet, on va dire. C'est les sports collectifs, où pour l'instant, on a quasiment, si je ne me trompe pas, aucune médaille. Bon, après, il reste encore des épreuves et elles sont toutes pas encore passées. Mais c'est vrai que, en préparant l'émission, on a pu repérer qu'on avait peut-être moins de chances de médailles.
Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer ça? Ouais, du coup, il y a quand même pas mal de choses, qui peuvent s'expliquer. Là, je vais en parler, tout de suite après avec le goalball, mais c'est, souvent un peu plus compliqué, d'accéder, à des clubs, parce que souvent c'est des sports qui se situent, en gymnase. Tous les gymnases ne proposent pas ce type d'activité. Si une personne en situation de handicap, n'a pas, par exemple, le goalball qui est proposé dans sa ville, ça m'étonnerait qu'elle aille dans la ville voisine ou dans la grande ville voisine pour aller pratiquer ce sport-là. Elle va peut-être se diriger vers le club d'athlétisme ou, le club de natation qui, elle, propose, une pratique qui est justement à côté de chez elle. C'est comme tout, faut que les clubs, et aussi des financements pour pouvoir lancer ce type d'activité, qui puissent faire des aménagements dans leur lieu de pratique pour pouvoir les accueillir et les mettre dans de bonnes conditions. Tu voulais rebondir dessus, Elena? Ajouter quelque chose sur les raisons qui poussent, le sport collectif à être un peu moins, présent, ou du moins impactant? Donc du coup, je pense que la logique de Bastien est plutôt bonne sur le sujet. Je m'accorde à dire que oui, c'est complexe de réunir tous les athlètes ensemble pour des entraînements ou notamment juste pour des compétitions. De plus, en termes d'accessibilité, je pense au matériel, aux fauteuils. C'est très coûteux comme matériel, donc du coup, effectivement, même s'ils ont des assurances, des choses comme ça, les athlètes handisport ont plus de mal à financer leur matériel. On parle pas que d'acheter une paire de chaussures, on parle d'acheter un fauteuil et tout ce qui va avec. Je pense notamment à un sport qui se joue plutôt en solitaire, le golf. Le fauteuil demande tellement d'adaptation et tellement de technicité que le fauteuil coûte très cher et que bien souvent les, les athlètes qui ont besoin de ce fauteuil-là sont obligés de faire des appels aux dons. Donc c'est vrai qu'en termes de matériel, c'est aussi très coûteux. C'est ça, je pense que c'est un gros frein aussi à la pratique du handisport je pense que j'espère ce que va permettre ces Jeux paralympiques de pouvoir aussi, peut-être, questionner l'État sur, des aides qui peuvent être mises en place, questionner, des investisseurs aussi, des fédérations, des sponsors. Plus on va aujourd'hui médiatiser des athlètes, paralympiques, plus derrière il pourrait y avoir de sponsors. Qui dit sponsor dit financement et derrière, ouvrir, à développer leur activité, physique et leur pratique du sport ça peut que être un cercle, vertueux. Là-dessus, justement, je voulais rebondir là-dessus, Romain. Je suis pas si sûr que ça peut être que un cercle vertueux parce que justement, déjà, on le voit dans le sport, valide aujourd'hui, ceux qui obtiennent des aides via les fédérations et cetera, c'est souvent que les meilleurs. Moi, je le vois, hein, dans le tennis, franchement, si t'es pas dans le top, allez, 300 mondial, tu gagnes pas un sou, mais rien du tout. Souvent, il y en a certains, ils sont professionnels, ils sont top 300, top 400 et ils vivent chez leurs parents, quoi. Genre, parce que du coup, tout ce qu'ils gagnent en tournoi, certes, ils vont gagner en cash prize 2000 euros, machin, mais sauf que du coup, ça paye, enfin, ça dépend des sports, mais du coup, ça va payer l'hôtel, ça va payer les équipements parce qu'ils n'ont pas de sponsor, ça va payer ensuite les vols en avion, un staff, un coach ou etc. Souvent, il y en a certains, ils n'ont même pas coach, ils se pointent comme ça en tournoi solo. Donc, c'est déjà extrêmement difficile pour certaines fédérations, même pour les valides, d'obtenir des financements. Et le problème, c'est que c'est comme tout, si tu décides de toi faire du sport, c'est toi qui décides d'investir de l'argent là-dedans. Et le problème, c'est que les fauteuils, Elena l'a dit, c'est tellement sophistiqué que ça coûte énormément d'argent, bien plus que justement une paire de tennis, une paire de raquettes ou quelques, je sais pas, quelques gels énergétiques pour aller courir. Du coup, peut-être que c'est pour ça aussi que les gens se dirigent peut-être un peu plus vers la natation, qui, les accès sont quand même déjà beaucoup plus simples, moins coûteux en termes d'équipement. Globalement, on a une piscine municipale dans presque toutes les villes. Surtout que, comme le disait Bastien, comme on en parlait, les fauteuils, les adaptations, tout ça sont coûteuses. Mais à côté de ça, il faut quand même qu'ils achètent leur paire de baskets, leur raquette de tennis, qui
qui prennent tout à leur charge en termes de staff, en termes aussi de côté médical, parce qu'il y a des adaptations médicales qui sont aussi importantes à prendre en compte. Donc je pense que c'est tout un ensemble qui fait que, comme le disait Bastien, la natation est beaucoup plus populaire dans le handisport. Non, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, il y a aujourd'hui, je pense, la question du sponsor, je dirais que ça peut être un cercle vertueux, mais c'est sûr qu'il y a, je pense, beaucoup de travail à faire pour que l'entièreté des disciplines soit aujourd'hui mieux financée et qu'on alloue effectivement davantage de budget à des sports qui sont moins médiatisés, moins connus et des athlètes qui sont moins connus aussi, moins médiatisés. Et je pense qu'il y a effectivement du travail à faire là-dessus. Et encore plus, on le voit avec ce que vous venez de dire tous les deux sur les sur les athlètes qui ont un handicap, qui ont en plus, qui ont encore plus de charges, on va dire, en termes de matériel, notamment les fauteuils, effectivement. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu en interview aussi. Et beaucoup d'athlètes se sont plaints des coûts des fauteuils qui ne sont pas remboursés. Certains pourraient croire que c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est pas du tout le cas et aujourd'hui, on doit vraiment financer soi-même son fauteuil et ça représente des coûts assez colossaux pour eux. Si on retourne à la compétition, donc on abordait notamment le goalball, qui est donc une discipline qui a lieu uniquement pour les Jeux paralympiques. Et d'ailleurs, c'était la première fois que notre équipe de France envoyait une équipe dans des Jeux paralympiques. Et bonne nouvelle, on a pu remporter d'ailleurs l'un de nos matchs. Tu voulais, je crois, Bastien, présenter plus en détail ce sport qui est le goalball. Le goalball, c'est un sport paralympique conçu donc pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Comme beaucoup de sports paralympiques, c'est né à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour réhabiliter des soldats blessés. Donc le jeu compose 2 équipes de 3 joueurs, donc sur un terrain de 9 mètres sur 18. Les joueurs ont des bandeaux ou masques sur les yeux pour égaler justement la vision de tout le monde. Et donc il lance un ballon sonore, comme on peut le voir en cécifoot. Il y a des petites clochettes à l'intérieur du ballon. Et le but, c'est de lancer dans le but adverse. Donc le silence est crucial justement au niveau des spectateurs pour permettre aux athlètes de se focaliser justement sur la balle grâce au son. Il me semble qu'il y a quand même des guides autour pour par moment guider au départ de la balle ou quelque chose comme ça. Comme ça permet d'anticiper un peu plus. Donc la stratégie du goalball repose énormément sur la défense parce que c'est quand même plus difficile de défendre que de mettre un but, vu que les buts sont quand même assez larges. Les joueurs, souvent, on les voit se jeter au sol pour essayer de réduire au maximum les entrées de la balle dans le but. Donc du coup, là, ils utilisent leur oui pour essayer d'anticiper et choper le ballon juste avant qu'il rentre dans les buts. Le goalball, c'est un sport du coup inclusif, dynamique, qui exige énormément d'habilité, de concentration, parce qu'il faut être capable d'être suffisamment concentré pour pouvoir se sentir dans l'espace et aussi arriver à peu près visualiser le terrain, la balle, comment se lancer, etc. Donc c'est vraiment un sport de concentration. Et pour rappel, donc du coup en France, il n'y a que 80 licenciés. Donc forcément, pour s'entraîner avec des équipes complètes, c'est jamais évident. Et aussi, vu que justement c'est un sport qui est exclusif aux Paralympiques, il doit y avoir que très peu de compétitions d'entraînement. Donc c'est dur de progresser. Hein. Ça, c'est comme dans tout sport. Hein. Tu peux que progresser en faisant de la compétition, sinon tu n'y arriveras. Enfin, c'est compliqué de progresser juste en s'entraînant. Donc, faut que des moyens soient mis en œuvre pour pouvoir accueillir beaucoup plus de joueurs. C'est aussi un sport qui nécessite du coup des guides, des encadrants autour pour pouvoir tout installer, pour pouvoir justement survenir aux besoins du jeu. Donc, ça va être, c'est vraiment cool qu'on ait gagné notre premier match en para, mais il y a beaucoup de moyens à mettre en œuvre pour pouvoir réitérer cette performance et faire beaucoup mieux lors des prochains Jeux paralympiques. Je pense que c'est aussi un sport qui demande énormément d'adaptabilité
Faut vraiment être à l'écoute de son coach parce qu'il a le temps de parler uniquement pendant les phases d'arrêt et c'est la seule personne qui peut analyser visuellement en fait le jeu des adversaires et qui doit lui-même parvenir à le retransmettre oralement à son équipe. Donc je pense que c'est surtout aussi un sport d'adaptabilité où il faut s'adapter comme dans tout sport collectif et qui joue avec des équipes. C'est vraiment un sport où il faut s'adapter à son adversaire, mais là, la complexité, c'est vraiment la compréhension et l'impression en fait qu'on peut faire de ce que le coach relève sur le terrain. Ouais, c'est vrai que c'est un sport très impressionnant du fait justement que, oui, tu as peu de temps, où tu peux échanger et dialoguer et surtout ce qui m'a aussi pas mal impressionné, c'est, le public qui respecte justement ce silence, pendant, les phases de jeu, pour que les athlètes puissent effectivement pratiquer et pouvoir, entendre effectivement la balle qui est composée de clochettes. Hem Et c'est vrai que c'était pas mal impressionnant aussi de voir, que le public, respecte ces règles-là. Bah, pour ma part, je pense qu'on est quand même bien très bien placé même quand on voit les nations qui sont devant nous, c'est des nations qui ont leur place et qui sont à leur place dans cette compétition paralympique. Donc je pense que nous, 5e place, on est méritant et surtout on est plutôt bien représenté en termes d'athlètes. Je pense que la 5e place, c'est une place qu'on va avoir du mal peut-être à tenir jusqu'à la fin de la compétition, mais qu'on peut essayer de maintenir et où on peut essayer de rester à cette 5e place-là. Je pense que monter dans le classement, ça va être compliqué. Quand on voit les nations qui sont devant nous, la Chine, les USA, le Brésil, enfin c'est vraiment des nations où ça va être très compliqué de passer devant elles et où ce sera même impossible, je pense. Donc je pense que la 5e place, si on arrive à maintenir ce cap-là, on peut parvenir à y rester. Ouais, 5e place, c'est quand même déjà très bien. Si on y reste, il me semble que ce sera notre meilleure position qu'on ait fait. On a déjà 38 médailles. Je sais pas si est-ce qu'on peut se considérer en avance ou pas sur nos estimations qui étaient autour quand même de 70 pour les plus prétentieux 80. Donc il reste quand même pas mal, il reste quand même 5 jours complets. Il y a encore des médailles à glaner, mais on fait déjà des bons jeux, donc ça c'est de bon augure. Après, bah ouais, là où faut glaner les médailles, souvent c'est en natation, en athlée, etc. Et nos athlètes vont tout faire, ça c'est sûr, avec le soutien du public pour aller chercher le maximum de médailles possible. Et puis on le voit, la majorité du coup des pays qui sont devant nous dans ce top 5 sont des pays qui ont déjà accueilli, les Jeux paralympiques, ces dernières années, à l'exception du coup de la du Japon, pardon, qui ne figure pas dans ce top 5 et qui a accueilli du coup les derniers Jeux paralympiques, en 2021 à cause du Covid. Heu, Est-ce que vous pensez que, justement, le fait qu'ils aient accueilli les Jeux, paralympiques, il y a peu de temps, font qu'ils sont, aussi haut dans le classement? Ouais, je sais pas si c'est un rapport, c'est certainement plus de préparation de la part de ces nations-là. Le Japon, lui, 12e place, je pense que c'est pas forcément là où il s'est préparé le mieux, mais on le voit sur la compétition olympique, ils ont maintenu une très bonne place. Mais en tout cas, non, je pense que oui, certainement plus de préparation de la part des nations qui ont précédemment accueilli les Jeux. Après, on retrouve encore les USA dans le classement et dans le top 3. C'est une nation qui, que ce soit en paralympique ou en valide, je pense que 3e place, c'est une très bonne place pour eux aussi. Mais ils pourraient, je pense, mieux faire aussi sur cette compétition-là. Donc toi, Bastien, quel regard tu portes, sur, ce classement dominé par, les pays, anciennement organisateurs? Bah, c'est jamais anodin souvent de recevoir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. On constate enfin Olympiades et Jeux paralympiques à chaque fois quelques années après que bah, ces pays-là, bah, dû à l'influence médiatique qui est maintenant vraiment omniprésente, comparé à l'époque dans les années 2000 ou dans les années 90, c'était quand même bah, c'est une différence, hein, l'influence médiatique, les réseaux sociaux, etc. Maintenant, ça a un énorme impact. Les nations se rendent compte que
souvent ils s'y prennent en retard quand ils préparent leur propre jeu. Ils se disent, enfin ils décident de mettre de l'argent 1 an ou 2 ans avant, sauf que c'est trop court. Et, et au final, ils se rendent compte que ça fait pas 30 ans de trou de ça dans la caisse, on va dire, de l'argent public, que de subvenir aux besoins des meilleurs athlètes, et qu'au final, ces athlètes-là, ils font rayonner ton pays à l'international. Et au final, ils continuent de mettre de l'argent dans leurs espoirs et dans leurs meilleurs champions. Et par même pour les pays où économiquement ça tient le mieux, ils peuvent en mettre plus. Donc c'est pas anodin que ces pays-là dominent le haut du classement. Après, à voir si au bout d'un moment, ces États-là continueront à financer leurs athlètes, mais aussi l'influence médiatique incite sans doute les personnes en situation de handicap à se dire bah ouais, moi aussi et tout, go quoi, je me lance et c'est parti et je tente une aventure pourquoi pas assez folle comme Alexis Anquincan qui s'est dit après son accident qu'il n'avait jamais fait de triathlon et il s'est dit moi je serai champion de triathlon et avoir du coup des jeux comme ça dans son pays, on peut être sûr que ça va développer un peu des vocations ou des objectifs pour des personnes qui se voyaient faire du sport comme un acte un peu impossible et au final je suis sûr que ça va se développer. En tout cas, on suivra et on verra si ça a des répercussions sur notre sport, notre handisport français. Et si effectivement il y a plus de licenciés aussi, je pense, dans les prochains mois qui vont venir, dans les clubs de sport, s'il y a plus de place aussi pour les personnes en situation de handicap. On pourra évidemment suivre ça. Et en tout cas, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'avoir été au rendez-vous. Merci. Mais y a pas de souci, merci à toi. On va se retrouver une dernière fois. Déjà, c'est la fin bientôt de Paris 2024 complètement. On va se retrouver lundi pour un numéro qui sera spécial puisqu'on sera en physique, en présentiel pour la toute première fois. On retrouvera aussi Charlotte qui nous avait un peu fui ce soir, mais elle sera de retour parmi nous pour finir comme il se doit ces Jeux Paris 2024 et notamment ces Jeux paralympiques. On fera tout un bilan ensemble. D'ici là, vous pouvez évidemment nous suivre sur nos réseaux sociaux et puis sur notre site internet focus-lemedia.fr. Je vous souhaite de passer une excellente nuit paralympique.